Voilà, c'est en train d'enregistrer. Donc, merci à tous d'être présents ce soir pour ce webinaire. Juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Antoine Mathias, donc je suis responsable développement durable au syndicat des vins Côtes-de-Provence, donc sur une nouvelle mission transition agroécologique, donc il y a maintenant 8 mois. Donc on a décidé, donc le syndicat a décidé d'organiser ce webinaire sur le sujet de la place de l'arbre sur les systèmes viticoles en Côte-de-Provence. C'était un peu pour introduire ce sujet et répondre à différentes problématiques, notamment déjà la problématique que ce sujet est pas très bien connu. Enfin, quand je suis arrivé, moi, au syndicat et à travers différentes discussions, c'est vrai que, bon, par exemple, souvent, on décrit la place de l'arbre, bah, souvent, on associe ça aux chênes à côté de la vigne, donc forcément, ça ne peut pas marcher, mais c'est pas forcément l'agroforesterie, le chêne et la vigne. Après, souvent, on associe l'agroforesterie à des systèmes qui sont pas mécanisables, des systèmes qui sont ancestraux, où on ne pourrait pas passer d'engins viticoles. Alors qu'on va voir pour ce webinaire il y a aussi des systèmes qui sont possibles, mécanisables et qui continuent à être productifs et durables. Et il y a aussi un peu un sujet, une sorte de mythe aussi sur la concurrence, notre climat provençal et la concurrence hydrique, et le fait que on ne pourrait pas avoir de système agroforestier dans nos climats provençals. Et donc, pour répondre un peu à ces différentes questions, ce qu'on a voulu faire, c'était déjà d'introduire un peu le sujet, de montrer qu'en fait, il y a une diversité de systèmes et que la place de l'arbre, il y en a plusieurs. Et ces places de l'arbre, on voulait vous présenter les différents systèmes et la diversité de tous ces systèmes. Donc, pour ça, on a fait appel à la société Agrouf, qui est une société en charge, qui travaille sur l'agroforesterie, notamment dans les climats méditerranéens. Donc, on voulait travailler sur ce sujet avec des acteurs qui sont locaux, qui connaissent aussi nos climats et nos contraintes. Et donc, Agrouf a une forte expérience sur ce sujet avec des climats similaires. Et aussi avec la participation donc, du domaine d'Eriane qui est dans le Gard et du château Saint-Martin qui est en Côte-de-Provence. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous proposer des cas très concrets. Il va durer 1 heure ou 1 h 30 suivant la partie questions-réponses. Donc la première partie sera présentée par Daniele Horry sur, on va dire, une présentation générale des principes de la vitiforesterie avec les bénéfices et les contraintes. La deuxième partie sera présentée par Claude-Éric du domaine d'Ariane dans le Gard. Il va nous présenter son système, les raisons pour lesquelles il a mis certaines haies et essences d'arbres à certains endroits, quel argument. Et ensuite, la troisième partie sera plus sur l'accompagnement d'un projet agroforestier du début jusqu'au suivi de la parcelle, donc avec le cas du Château Saint-Martin, qui sera avec la présence aussi de Pascal, qui est le directeur technique du Château Saint-Martin. Et donc, pour chaque partie, en fait, il y aura une phase de questions-réponses qui sera ouverte pendant 5 minutes. Donc, si vous avez des questions, et n'hésitez pas à poser des questions. Vraiment, le but de ce webinaire, c'est des présentations très concrètes, mais c'est surtout des questions-réponses. On a la chance d'avoir des intervenants qui travaillent localement sur ces sujets et qui sont experts. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et posez-les sur le chat. Et moi, je les dirai au fur et à mesure. Enfin, lors de la partie questions-réponses. Voilà. Et pour ce qui est aussi des règles, merci voilà, de fermer vos micros lors des présentations. Et sinon, je remercie tous les intervenants. C'est vraiment une chance d'avoir des personnes qui travaillent localement ou presque dans le Gard sur ces sujets. Et ça va permettre d'alimenter un chouette débat, je pense. Voilà. Merci et je te passe la main, Daniele. Merci Antoine. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Daniele Ori, je suis formateur et conseiller en agroforesterie à Agrof. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'interviens sur des thématiques associées à l'agroforesterie. Agrof, c'est une SCOP, hein, c'est une société coopérative participative qui existe depuis 1997. On s'intéresse à l'agroforesterie depuis pas mal d'années. L'équipe a beaucoup évolué dans nos temps. Aujourd'hui, nous sommes 11 salariés associés, labellisés entreprises solidaires d'utilité sociale. C'est une équipe assez diversifiée en termes de compétences, ce qui nous permet de travailler sur une grande diversité d'actions, sur la recherche participative, pas uniquement en viticulture, bien entendu, sur tout système de production. Les formations qui sont là surtout pour sensibiliser, former et transmettre les résultats de la recherche.
et une activité de conseil technique qui nous permet d'accompagner les projets des agriculteurs sur le terrain. Depuis quelques années, on a aussi développé une quatrième mission, celle du parrainage, à travers le programme 20 000 pieds sur terre, qui nous permet de soutenir les projets des agriculteurs, les projets de recherche, là où on manque de financement. Alors, on va en commencer par la base, hein, par l'essentiel. On va commencer par définir ce qui est la vitiforesterie. Alors, de manière très simple, la vitiforesterie, c'est une forme d'agroforesterie. Autrement dit, on associe les arbres et les cultures, et éventuellement les animaux, pourquoi pas aussi, dans la même parcelle. Alors, vous voyez, hein, comme on voit dans ce schéma-là, on peut imaginer d'associer des arbres, des arbustes, toutes sortes de ligneux, que ce soit au sein de la parcelle, mais aussi en bordure, bien entendu, que ce soit du ligneux sauvage ou que ce soit des fruitiers, associés à une grande diversité de production. Là, c'est soit on va parler essentiellement de vignes, mais on fait la même chose en maraîchage, en grande culture, en élevage, élevage de toutes sortes, élevage ruminant, volaille, voilà. Et ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne, c'est de comprendre comment ces différents éléments interagissent entre eux, parfois avec des phénomènes de compétition. La compétition est très présente dans les systèmes associés, mais aussi avec des synergies, des complémentarités. Et du coup, l'effort que nous faisons avec le collectif des chercheurs et des agriculteurs, c'est de comprendre comment euh, raisonner les interactions, que ce soit de compétition ou de synergie. Alors, pour la vitiforesterie en particulier, du coup, on associe les arbres et la vigne, les ligneux et la vigne. Alors, parfois, à travers des formes, comme on voit sur la gauche, avec des alignements intraparcellaires. Autrement dit, il y a un certain nombre de rangs de vignes, une rangée de vignes, deux rangées de vignes, parfois trois rangées de vignes, mais c'est assez exceptionnel, qui sautent ou qui ne sont pas plantées, et à la place, on le trouve les alignements d'arbres, ou alors on le trouve de forme beaucoup plus diversifiée, comme on voit sur la droite, avec des haies, qu'on trouve essentiellement en bordure à l'extérieur de la vigne. Et bien entendu, il y a une grande diversité de systèmes intermédiaires. On peut s'y retrouver dans certains contextes, pas forcément en contexte méditerranéen, en tout cas moins souvent, mais dans des contextes avec des pluviométries un peu plus élevées, on peut retrouver aussi des plantations avec les arbres qui sont plantés directement sur la ligne, sur la rangée. Alors, il y a des conditions à respecter. Vous imaginez très bien les contraintes mécaniques associées à ce type de plantation. Ça reste assez marginal. Et bien entendu, il y a aussi d'autres formes. On imagine aussi, il faut aussi imaginer des bosquets qui sont plantés là où les parcelles se font plus compliquées, là où le travail parfois fait que on n'y accède même plus à la parcelle, au bloc parcellaire. Du coup, ces petits coins un peu biscornus, on en profite pour y planter des bosquets qui deviennent des oasis de biodiversité justement pour faciliter la régulation biologique des ravageurs de la vie. On en parlera tout à l'heure. Alors, l'agroforesterie, la vitiforesterie, le terme est très récent, mais on n'a rien inventé en fait. C'est une pratique très ancienne. En réalité, on pense que les premières formes d'élevage de vignes étaient agroforestières, avec les arbres qui tutoraient, qui soutenaient la liane vigne, souvent en bordure de ripisylve, en bordure du bois. Bon, là, on parle de l'état archaïque de ce type de conduite. Et après, comme on voit à travers ces images-là, la conduite de la vigne associée à l'arbre a évolué au fil du temps. On est passé d'une vigne qui était associée, mariée, tutorée par les arbres, vous voyez, avec des formes qu'on trouve sous forme de lithographie d'images au Moyen Âge, mais des formes qui existent encore en Italie, d'où je suis originaire. Vous l'avez bien compris, mon accent est très fort, avec des formes comme on voit en haut à droite, avec de la vigne qui est associée, qui est mariée, qui est soutenue par du peuplier. Alors, bien entendu, l'idée aujourd'hui, c'est pas de développer ce type de forme. Ces formes-là ont une valeur emblématique, historique, ethnobotanique, mais on ne va pas s'intéresser tellement à. On ne va pas reproduire à l'identique ce format-là.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est aussi qu'en France aussi, hein, on retrouve des formes similaires et qu'on appelait des hautains, comme on voit à droite, des vignes associées à des fruitiers parfois ou à d'autres espèces d'arbres sauvages. Et petit à petit, ces formes-là se sont diversifiées avec une espèce de distance qui s'éprend entre la vigne et l'arbre et qu'on retrouve dans la partie basse du diapo, vous voyez, avec des amandiers, des chênes truffiers et de l'olivier qui est associé à la vigne entre les rangées, voire sur la même rangée. Ces systèmes, on les appelle les jouailles, hein. Oui, moi je les C'est un vois. terme spécifique pour désigner ce format traditionnel. Alors, encore une fois, hein, ces formes traditionnelles, l'idée, c'est pas de les reproduire à l'identique, encore qu'on pourrait, on va se demander dans quelle mesure on peut s'en inspirer pour imaginer des systèmes innovants, de systèmes vitiforestiers qui soient adaptés aux contraintes d'aujourd'hui, notamment des contraintes logistiques de mécanisation. Alors, je cite la mécanisation, mais ce n'est pas la seule unique contrainte, mais on verra tout à l'heure, on va en parler notamment avec Claude-Éric. Ce sont des éléments qui viennent alimenter et structurer les projets agroforestiers qui sont évalués, qui sont définis en fonction notamment du machinisme, hein, pour faire simple, mais pas que en fonction du machinisme. On le voit un petit peu à travers ces schémas que là je vous montre dans ce diapo-là. Voilà, enfin, les écartements, vous voyez, de plantation, c'est quelque chose qui se réfléchit en amont, c'est quelque chose qui est important. Et la gestion, en plus, enfin, au-delà de la réflexion qui s'est fait sur le projet en soi, sur le projet qui s'est fait sur papier, il est important aussi d'imaginer rapidement, quand on réfléchit au projet vitiforestier, à quel type de gestion on va opérer, on va apporter sur les arbres, sur les arbustes qu'on plante dans nos vignes. Une gestion qui est plutôt simple, hein, mais qu'il faut anticiper. Alors, pourquoi, pourquoi les viticultrices, les viticulteurs, les vignerons nous contactent aujourd'hui pour des projets? Quelles sont les raisons qui les poussent vers la vitiforesterie? Alors, là, on vous a mis une espèce de petite liste non exhaustive, hein, de ces motivations-là et qui ne sont pas forcément présentées de manière hiérarchisée, hein. Je vais commencer par la régulation biologique. Effectivement, il y a beaucoup de projets qui mettent le curseur sur ce type d'objectif et du coup, on plante euh, en créant des corridors biologiques, des trames de haies, des espaces relais comme on voit à droite, avec des arbres au milieu des parcelles, en conjonction alliée par des couverts végétaux ou par la mise en place de bosquets, comme on voit dans l'image à droite tout en bas, de bosquets, vous voyez, qui ont été casés dans les coins les plus difficiles d'accès, là où on a un petit peu délaissé la vigne parfois. Et on met en place toute cette palette d'aménagement, comme on voit dans ce projet-là sur la gauche, au domaine du Scamar ou dans le Gers, pour favoriser la présence, le déplacement, l'alimentation d'une faune sauvage qui a pour but d'aider à réguler la pression des ravageurs. Alors, la mise en place de haies, quand je parle de haies, bien entendu, je parle de haies comme on voit sur la gauche, des haies diversifiées, et pas des haies comme on voit sur la droite, des haies monospécifiques de cyprès. Alors, non seulement pour des raisons de service, d'apport, de qualité, de biodiversité, celles de gauche, composites, diversifiées, en termes d'espèces et de strates, sont beaucoup plus efficaces du point de vue de la lutte biologique, mais non seulement, les haies qui sont sur la gauche sont beaucoup plus compatibles avec la vigne qui pousse juste à côté. Et ça, ici, on le voit très bien, hein. Les cyprès qui sont sur la droite font une compétence assez forte pour les éléments minéraux, essentiellement pour les éléments minéraux et pour l'eau, euh, par rapport à la haie qui est sur pardon, par rapport à la vigne qui est sur la droite. Il y a aussi de la compétition lumineuse dans certains cas et dans une certaine mesure, vu que les cyprès sont très étanches à la lumière, alors que la haie sur la gauche est beaucoup moins agressive sur la vigne. Du coup, il y a aussi des choix stratégiques à faire, non seulement en fonction de la biodiversité, mais aussi de la préservation et de la qualité de la vie. Un autre élément de choix, un autre objectif qui est souvent déployé, c'est celui qui est lié au changement climatique, aux excès climatiques. Alors, l'idée, c'est d'une part de lutter vis-à-vis du changement climatique en stockant du carbone, mais aussi en limitant la transpiration de la vigne en eau, en limitant les phénomènes caniculaires, les fameux gélifs,
les vents les plus forts. Alors, le vent, c'est particulier parce que le vent, il a aussi une fonction assainissante. Du coup, il faut toujours maintenir un minimum de ventilation dans le terroir, dans le vignoble, hein, pour qu'il n'y ait pas de maladie, ou en tout cas pour limiter la présence de maladies. Donc, les haies brise-vent sont à réfléchir de manière très spécifique. Ça permet aussi, dans certains cas, de limiter les embruns salins et du coup les vents chargés en sel qui peuvent affecter les vignobles littoraux. Alors, par rapport au changement climatique, l'idée, c'est pas juste de protéger vis-à-vis des canicules, mais aussi de voir dans quelle mesure on peut stabiliser, on peut maintenir, on peut tamponner l'évolution des microclimats de nos terroirs, en sachant que les prévisions climatiques météorologiques nous font penser que nos terroirs vont évoluer, vont migrer vers des latitudes plus au nord, avec un effet sur la qualité de nos vins en termes d'acidité, de teneur en alcool, voilà, des éléments que vous connaissez mieux que moi, en fait, hein, je ne vais pas insister. Et du coup, l'arbre, il peut venir tamponner les variations de température, tamponner les variations d'humidité. Autrement dit, sous les arbres, la température est plus stable. Quand il fait chaud, il fait moins chaud au pied des arbres. Quand il fait froid, il fait moins froid au pied des arbres. Et la même réflexion, on peut la transposer pour l'humidité. Euh, Ce type d'objectif, on le raisonne surtout à travers le système qu'on voit sur la gauche et ce qu'on voit sur la droite, une haie brise-vent, vous voyez, assez aérée, une haie assez poreuse qui est sur la droite et qui permet de maintenir une ventilation minimale de la vigne tout en préservant des excès de vent ou des phénomènes gélifs. Alors, la gélivité est une notion à manier de manière très attentive, avec beaucoup de vigilance, parce que la haie, elle peut euh, améliorer ou aggraver les phénomènes gélifs. Du coup, à rediscuter éventuellement. La vitiforesterie aussi pour des sols vivants, pour limiter les phénomènes érosifs, pour maintenir l'eau sur place dans la parcelle, éviter qu'elle parte à la mer chargée en éléments minéraux, chargée en nutriments. Et du coup, là aussi, hein, il y a toute une réflexion spécifique à ce type d'aménagement. Et enfin, on peut continuer, hein, mais on va se limiter pour l'instant à ce cadre. La vitiforesterie aussi pour diversifier les productions à travers la mise en place de fruitiers, de truffiers, de plantes aromatiques. Comme on voit dans ces photos, là, on a des alignements fruitiers qui sont présents de temps en temps entre les vignes avec du, du lavandin qui est là. Alors, pas tellement pour une valorisation économique, hein, ça se pourrait, mais ce n'est pas le cas. C'est surtout pour apporter du nectar, pour apporter un support intéressant pour les abeilles sauvages en particulier, et pour embellir le paysage. Embellir le paysage, oui, parce qu'on plante de l'agroforesterie aussi pour l'image, pour le tourisme, pour réfléchir globalement le paysage. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus intégré dans les chartes paysagères des différentes appellations et qui a toujours une valence multiple de préservation de l'identité d'un territoire, d'enjoliver, je ne sais pas si on dit comme ça, mais j'imagine que oui, de rendre plus joli certains espaces, des espaces d'accueil, notamment pour certains domaines, certains châteaux. Voilà, encore une fois, là les objectifs sont toujours assez multiples. Le choix, du coup, du pourquoi planter un projet agroforestier, c'est plutôt pourquoi pas. On peut le faire pour plein de raisons, des raisons qui concernent parfois des raisons purement économiques, parfois pour des raisons plutôt écologiques, des raisons parfois qui débordent du projet d'exploitation, qui débordent de la parcelle. Ce sont parfois des intérêts qui concernent la collectivité, en fait, parce que quand on parle de biodiversité, quand on parle d'eau, quand on parle de climat, c'est la collectivité qui est concernée, mais c'est pas juste à l'échelle du domaine viticole. Et après, on peut planter des arbres tout simplement parce qu'on les aime, en fait, hein, ça n'empêche pas. Donc, à chaque porteur de projet de trouver la bonne raison, les bonnes raisons pour planter un vitiforesterie.
C'est peut-être la phase de questionnement. Est-ce que certains ont des questions? Même, vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas écrire, j'ai vu que certains étaient par téléphone. Vous pouvez aussi poser vos questions à l'oral si vous voulez. Il y a quelqu'un qui m'a juste demandé sur le chat par rapport au webinaire, quand est-ce qu'il sera disponible, l'enregistrement sera disponible dans la semaine qui suit. Voilà. Et sinon, s'il y a des questions. Non. Sinon, moi j'ai une question si personne n'en a. Est-ce que vous avez fait une étude globale sur les rendements en raisin et en mou par hectare une fois que le projet est lancé depuis quelques années? Est-ce qu'on reste sur des rendements similaires ou est-ce qu'il y a une baisse et une augmentation? C'est très variable. Les premiers travaux de recherche ont été lancés par la Chambre d'agriculture des l'Hérault, Nathalie Goma-Fertin et William Trabouze, euh, avec l'INARE de Montpellier, avec Agrof, vers la fin des années 90, à côté de Montpellier, hein, au domaine de la Saint-Clair, ont mis en place des dispositifs expérimentaux justement pour évaluer un petit peu dans quelle mesure arbres et vignes pouvaient cohabiter ensemble, en essayant d'évaluer justement les effets sur les rendements. Alors, les rendements déclinés de manière plus précise, hein. Du coup, nombre, ça allait du poids de la grappe au nombre de baies par grappe, le kilo de raisin produit par mètre linéaire, le taux de sucre, le taux en azote, enfin, voilà, tous ces paramètres-là ont été étudiés. Mais en dehors de ce cadre spécifique-là, de ce site-là, on n'a pas d'autres sites assez âgés qu'on puisse les évaluer et les connaître de manière assez précise. Alors là, on n'aura pas forcément le temps, mais les résultats du coup de ce groupe de travail, de ce groupe de recherche sont disponibles et on pourra aussi les discuter plus tard. Mais oui, on a des données, en sachant qu'il y a un nouveau projet de recherche qui a été lancé plus récemment, qui s'appelle VITAM, qui est coordonné par Agrof et qui a pour vocation à essayer de comprendre un petit peu non seulement ce type de phénomène de compétition, mais aussi non seulement pour la partie souterraine, mais aussi sur la partie aérienne ou la lumière, mais aussi quel impact sur l'agroécosystème, les interactions agroécologiques entre la vigne et le reste des aménagements, quel effet sur le microclimat, voilà. Tous ces aspects-là sont abordés dans le projet de recherche VITAM. Et là aussi, s'il y en a qui ont des questions précises, on pourra les aborder plus tard, avec des résultats qui commencent à tomber. Là, depuis l'année dernière, on commence à voir quelques résultats intéressants. Alors, j'ai une question dans le chat de Cédric. Arbres et arbustes, comment créer les bons packages comme Olivier Lavandin? Je pense que la question, c'est, si je peux la reformuler, c'est quelles sont les bonnes associations d'arbres et arbustes avec la vigne? Est-ce que peut-être il existe des documents? Comment on peut avoir accès à ces informations? On va parler un petit peu tout à l'heure, on va parler avec Claudéric, on va parler avec Pascal. C'est un petit peu, enfin, chaque fois qu'on accompagne un projet, c'est la réflexion que nous avons. Là, je ferai très simple, hein. Je pense il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte, mais je pense que le premier paramètre, c'est il faut que les espèces soient adaptées, locales. Je vous fais un exemple, hein. Admettons qu'on ait envie de travailler sur la notion de biodiversité. Alors, biodiversité, on y travaille en créant des connexions, des ressources alimentaires pour les animaux. Et du coup, on pourrait imaginer de chercher à planter des espèces qui puissent apporter du nectar et du pollen. Or, la disponibilité en nectar est fortement influencée par la capacité de telle ou telle espèce, d'arbre ou d'arbuste, à tenir, à bien pousser dans le contexte de plantation. Autrement dit, si on a choisi une espèce très nectarifère, mais qui n'est pas adaptée au milieu, cette même espèce produira potentiellement beaucoup moins qu'une espèce moins nectarifère, mais locale et adaptée. Donc, je pense que le reflet, le choix doit passer notamment et d'abord par le choix d'espèces
local. Après, bien sûr, ça n'est pas valable pour tous nos choix. Si on est sur des objectifs de production de fruits, ben, si on a envie de planter même de l'amandier, même le pêcher, ils sont pas forcément d'origine locale au sens indigène du terme. Il y a juste une dernière question, peut-être rapidement, parce qu'on est dépassé les 5 minutes. Plus encore que l'effet aérien, la concurrence souterraine et donc les racines des arbres n'est-elle pas le facteur le plus impactant? Oui. Alors, je ne sais pas si c'est le facteur le plus important, hein, mais c'est sûr que ça a un impact. On a déjà justement, là, un petit peu, pour faire simple, une partie des résultats des suivis réalisés dans le passé nous montraient que dans les sols superficiels, euh, notamment quand la vigne et l'arbre doivent se disputer le quelques centimètres de terre disponible, il y a de la concurrence pour les éléments minéraux et pour l'eau. Euh, le problème, c'était pas tellement pour l'eau, le problème, c'était surtout pour l'azote. C'était surtout pour l'azote. Euh, et bien sûr, ce type de concurrence était en fonction de la distance à l'arbre. Au fur et à mesure que les rangées s'éloignaient de l'arbre, ce type de concurrence s'estompait assez rapidement. Et en général, au-delà de 3 à 4 mètres de distance de la ligne, il n'y avait plus d'effet de concurrence racinaire sur l'élément azote. Voilà. Mais ça, c'était dans un système où le sol était peu présent, euh, avec une conduite qui ne favorisait pas la vie des sols, disons ça. Parce qu'il ne suffit pas de faire de la vitiforesterie pour avoir des sols super. Il faut aussi qu'il y ait des pratiques associées raisonnées. Et l'enherbement des vignes en fait partie. Donc, vitiforesterie et enherbement, c'est un cocktail très, très intéressant. Mais oui, effectivement, on a assisté à ce type de concurrence dans certains contextes. On passe peut-être à la deuxième présentation. Oui. En fait, du coup, on laisse la parole à Claude Eric